Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi la 96e réunion du Conseil des ministres avec des questions sécuritaires et sanitaires en ligne de mire, mais aussi la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. Le chef de l'État a appelé l'équipe Suminois à œuvrer pour faciliter la vie aux parents. Pour la deuxième fois en moins de 2 mois, le président de la République a retrouvé les terres gabonaises. Cette fois en visite d'État, Félix Tshisekedi a été accueilli à l'aéroport international de Libreville par son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Entre-temps, à Kinshasa, le premier ultimatum de l'opposition ayant expiré ce samedi, les leaders de la coalition Article 64 annoncent un nouveau mouvement de rue dans un mois, le 15 septembre. Depuis le siège du parti de Jean-Marc Kabound, les leaders de l'opposition appellent à une marche pacifique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République séjourne à Libreville pour une visite officielle. Félix Tshisekedi est arrivé ce samedi 15 août dans la capitale gabonaise, la veille des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon. À son arrivée au pavillon présidentiel, il a été accueilli par son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Il s'est ensuite rendu au mémorial Léomba où il a déposé une gerbe de fleurs et a suivi attentivement la présentation de la biographie du père de l'indépendance gabonaise avant de signer le livre d'or. Au-delà du symbole, cette visite réaffirme la qualité des relations entre Kinshasa et Libreville. Et bien avant son déplacement pour Libreville, le chef de l'État a dirigé un conseil de ministres à Kinshasa, à côté des urgences nationales, à savoir la sécurité et la santé, avec la violente épidémie d'Ebola qui enregistre déjà plus de 2000 morts en RDC. Félix Tshisekedi a aussi abordé un aspect social crucial de l'heure, notamment la préparation à la rentrée scolaire. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'agir en sorte que les choses soient plus fluides, plus faciles pour une rentrée apaisée. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, à ce sujet. Les deuxièmes points de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de garantir une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée, effective et inclusive sur l'ensemble du territoire national. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a appelé le gouvernement à une mobilisation soutenue afin de garantir à chaque enfant congolais l'exercice effectif de son droit à l'éducation. Une attention particulière devra ainsi être accordée à la préservation de la paix sociale à travers un dialogue permanent avec les enseignants, le respect des engagements souscrits par le gouvernement et la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement en vue d'assurer une reprise effective et régulière des enseignements dès le premier jour. Cette préparation devra intégrer les enjeux éducatifs, socio-financiers, sanitaires, sécuritaires et de mobilité, avec une attention particulière aux enfants du Nord Kivu et du Sud Kivu affectés par le conflit et par l'occupation. À cet effet, le président de la République a chargé la première ministre de coordonner un dispositif gouvernemental spécial de préparation et d'accompagnement de la rentrée scolaire 2026-2027, garantissant notamment avec l'appui de partenaires, la continuité des apprentissages et la prise en charge des enfants déplacés ou privés d'un accès régulier à l'école dans les zones concernées. Il a instruit la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, d'intensifier les dialogues avec les partenaires sociaux, de faire le point sur l'exécution des engagements du gouvernement et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une rentrée effective, apaisée et sans perturbation des enseignements. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances ont été enjoints, chacun en ce qui le concerne, de sécuriser la prise en charge des engagements financiers du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et d'en assurer l'exécution diligente afin de prévenir toute tension susceptible d'affecter les bons déroulements de la rentrée scolaire.
La coalition article 64 est revenue à la charge, vous l'avez suivi au sommaire. Elle appelle à une mobilisation citoyenne dans un mois pour une marche pacifique à travers le pays. Une journée qui coïncide avec la rentrée parlementaire au moment où le président de la République y a renvoyé la loi Ngondankoy pour amendement avant sa promulgation. Le 15 août, c'est-à-dire aujourd'hui, est la date de la fin de l'ultimatum accordé à Félix Tshisekedi par l'opposition pour convoquer le dialogue politique inclusif. On écoute Jean-Marc Kabound qui a accueilli les leaders de l'opposition ce samedi au siège de son parti. Félix Tshisekedi, force est de constater que le projet de changement de constitution n'est toujours pas abandonné. Le renvoi au Parlement de la loi portant délibération du référendum pour une nouvelle constitution ne constitue ni le retrait de cette loi, ni une rénonciation formelle au projet de changement de constitution. Dans un pays confronté à la guerre et à l'occupation d'une partie de son territoire, le risque de compromission de la cohésion nationale et de la balkanisation qui fait peser un tel projet constitue une menace supplémentaire artificiellement créée pour notre indépendance nationale, notre souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans cet élan de consolidation des dérives autoritaires, d'engagement continu du régime Tshisekedi dans la rébellion contre l'ordre constitutionnel et des risques avérés de balkanisation de la RDC, la C64 annonce la reprise de ses actions citoyennes et mobilisation. Le 15 septembre 2026, elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points de rassemblement seront déterminés pour converger vers le palais du peuple, siège de la représentation nationale. Pourquoi là-bas? Parce que la patate chaude s'y trouve. Tshisekedi a renvoyé la patate chaude au Parlement. Cette mobilisation portera un message sans équivoque. Aucune révision, aucun changement de constitution, aucun référendum, aucun artifice juridique ne peut servir à contourner l'article 220. La coalition article 64 n'est pas la seule en action en ce moment au pays. L'opposition républicaine, de son côté, aussi affiche un tout autre visage, prenant l'unité, la détermination et la mobilisation. Une mobilisation matérialisée, vous les verrez sur ces images, en Mbandaka, avec Jean-Claude Baïndé et autres compagnons. C'est un Mbandaka, père cher au coordonnateur national de la plateforme, le sénateur Jean-Claude Baïndé, qu'un événement politique de grande envergure s'est tenu ce jour. Face à une base largement mobilisée, Jean-Claude Baïndé a pris la parole pour rassurer ses partisans et réaffirmer son engagement. Au marché des Mbandaka 2, au marché des Mbandaka 1, au marché des Basoko, au marché d'Ikorosa et partout ailleurs, nous allons construire des toilettes publiques afin de soulager notre population. Et pour vous, la jeunesse, je compte vous aider. J'ai déjà acheté des vareuses pour vous. Nous devons soutenir notre jeunesse. À ses côtés, Monique Mukuna, cofondatrice de l'OPR 26 et présidente de la plateforme politique RDC Nouvel Horizon, a également communié avec la population venue nombreuse à leur rencontre. Donc on soit bien au peuple dé en otage. Bon beaucoup de la cabisson, bon beaucoup fait la rapport na biso, bien on soit kailo côté. Donc tout ça il on a bino, tout ça il on a Équateur, tout ça il on a Mbandaka. Femme engagée et dynamique, Monique Mukuna entend porter haut les flambeaux d'un combat qu'elle présente comme noble au service d'une République démocratique du Congo plus digne et plus forte. Sur le terrain, la mobilisation était au rendez-vous. La population a répondu massivement présente, donnant à cette rencontre une forte dimension populaire. Une dynamique largement soutenue par le parti Lutte pour la renaissance de la patrie.
À Mbandaka, le message se fait désormais clair. La base est mobilisée, les troupes sont en mouvement, l'opposition républicaine est en marche. Passer des discours aux actes pour protéger les peuples autochtones en République démocratique du Congo, c'est à l'occasion de leur journée internationale que l'ONG ADV et plusieurs organisations de la société civile ont tablé sur la promotion de leurs droits lors d'un atelier à Kinshasa. L'accent a été mis notamment sur le rôle crucial des sages-femmes pygmées, gardiennes du savoir ancestral, mais aussi sur l'urgence d'arrêter la déforestation qui menace leur survie. Le point dans ce reportage. Rendre hommage à la sage-femme autochtone pygmée, héroïne et gardienne du savoir ancestral. C'est autour de ce thème que s'est ouvert à Kinshasa, au siège de la MONUSCO, cet atelier de réflexion. Porté par l'ONG ADV et le ministère de l'Intérieur, l'événement vise un objectif clair, traduire les textes légaux en actions concrètes pour le développement durable des communautés autochtones. Reconnaître les peuples autochtones pygmées, ce n'est pas leur accorder une faveur. Non, c'est reconnaître leurs droits, c'est reconnaître une histoire, c'est reconnaître une dignité, c'est reconnaître leur contribution à notre patrimoine national et à la préservation de nos écosystèmes. En République démocratique du Congo, une étape historique a été franchie avec la promulgation le 14 novembre 2022 de la loi numéro 22/030 qui a été élaborée au 15 juillet 2022. Au cœur des débats, la santé reproductive de la femme autochtone et la cartographie de ces peuples. Face aux menaces qui pèsent sur leur environnement direct, les participants ont haussé le ton. Aujourd'hui, c'est l'honneur à la femme autochtone qui fait accoucher dans la forêt. Et vous, à l'hôpital, vous les appelez les sages-femmes. Et même dans les thèmes, on a écrit les sages-femmes. Et pour se faire distinguer de ces sages-femmes-là qui sont allées à l'école et des autres femmes autochtones qu'il faut accoucher dans la forêt et qui ne savent ni lire ni écrire, elles s'appellent des matrones. Dans la République démocratique du Congo, nous avons 4 grands groupes ethniques. Nous avons les Pygmées, nous avons les Soudanais, nous avons les Nilotiques et nous avons les Bantous. C'est ça les 4 grands groupes ethniques. Maintenant, pour les définir chez nous, c'est pour notre culture, c'est relié et rallié par rapport à la terre. C'est pour cela que la terre de chez les peuples autochtones, c'est une mère nourricière. Parmi les résolutions phares, l'arrêt immédiat de la déforestation qui détruit la pharmacopée traditionnelle, une meilleure catégorisation des communautés et la révision des programmes scolaires pour effacer les clichés coloniaux. Des réformes urgentes soutenues par les agences de l'ONU et les institutions nationales pour enfin garantir la dignité des premiers habitants de la RDC. Le collectif des jeunes femmes leaders du Nord Kivu vivant à Kinshasa accuse le vice-ministre des Affaires coutumières, le Mwami Jean-Baptiste Ndézé, de mener des initiatives susceptibles de fragiliser le pouvoir traditionnel dans plusieurs entités de la province, en pleine crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans un mémorandum, le collectif dénonce notamment la convocation depuis le 11 août d'une commission chargée, selon lui, de préparer des nouveaux arrêtés de reconnaissance de pouvoirs coutumiers. Il estime que cette démarche risque d'alimenter les tensions entre autorités traditionnelles et évoque des motivations politiques et personnelles. Nous avons tenté sans succès de joindre le vice-ministre des Affaires coutumières pour avoir sa réaction. Donc voici un extrait pour le moment du collectif de ces femmes. Nous, jeunes femmes leaders du Nord Kivu, vivant en Kinshasa, sommes très sidérés par les actes de déstabilisation du pouvoir coutumier au Nord Kivu qui pose M. Jean-Baptiste Katourebe, vice-ministre des Affaires coutumières de la République en cette période de guerre d'agression rwandaise. Il s'y est de rappeler que depuis son accession au poste de vice-ministre, M. Jean-Baptiste Katourebe est obsédé par la rancœur de renverser certains chefs coutumiers de leur trône et dans certains chefferies, groupements et villages dans la province du Nord Kivu, en se servant de certains individus se faisant passer par ayant droit des pouvoirs coutumiers.
Ainsi appelant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de rappeler à l'ordre Monsieur Jean-Baptiste Katourebe afin qu'il arrête la persécution à l'égard des chefs coutumiers du Nord Kivu, sa province d'origine. À défaut d'entempérer, sa déchéance sera une solution idoine. Messieurs le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières à abstenir de signer des arrêtés de reconnaissance des pouvoirs coutumiers qui violent la loi en matière, mais aussi qui vont provoquer les tensions au Nord Kivu. De suspendre de toute initiative de résolution des conflits coutumiers au Nord Kivu et au Sud Kivu. Jusqu'à la fin de la guerre, comme avait suggéré les participants à l'atelier de restauration de l'autorité de l'État tenu à Kinshasa du 22 au 24 juillet 2026 sous votre autorité. Sur impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre provincial en charge du plan, budget, fonction publique, emploi, tourisme, transport et mobilité urbaine, Jésus Noël Cheke a annoncé officiellement la réforme du secteur des transports par l'instauration de la plaque commerciale d'exploitation et de la carte professionnelle des conducteurs des moyens de transport des personnes et des biens. C'était lors d'une cérémonie solennelle avec le partenaire technique et historique Maximum B, objectif moderniser, sécuriser et digitaliser l'identification des véhicules de transport et leurs propriétaires. À Kinshasa, les secteurs de transport amorcent une nouvelle étape dans sa modernisation. Sous l'impulsion du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, le ministre provincial en charge du plan, budget, fonction publique, emploi, tourisme, transport et mobilité urbaine, Jésus Noël Chokewa Domené, a officiellement lancé la réforme portant sur l'instauration de la plaque commerciale d'exploitation et de la carte professionnelle des conducteurs, des moyens de transport des personnes et des biens. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de Maximum B, partenaire technique et historique du gouvernement provincial. Au-delà de l'identification des véhicules, cette réforme révolutionnaire entend surtout donner à la ville une maîtrise complète de la base des données des exploitants du secteur. La digitalisation doit permettre d'identifier les véhicules, leurs propriétaires et leurs conducteurs, mais également de centraliser les différentes obligations fiscales auxquelles sont soumis les transporteurs. Une manière, selon le ministre Jésus Noël Cheke, de réduire les tracasseries et d'améliorer la transparence dans la collecte des recettes. Grâce à une plateforme numérique, les transporteurs pourront également gérer directement leurs informations et leurs opérations. Une grande réforme qui se base ou qui impulse désormais la prise en compte des aspects sociaux, la professionnalisation et la formalisation de tout un secteur à travers ce que nous avions appelé aujourd'hui la plaque commerciale d'exploitation du secteur des transports associée à la carte professionnelle pour tous ceux qui opèrent dans les secteurs. Cette signature ouvre la voie à la sécurité sociale, car grâce à cette réforme, c'est un segment important, accéder automatiquement à la sécurité sociale, et ce, grâce à un processus que nous avons mis en place au niveau du gouvernement, c'est que nous appelons les PPPFM. Autre innovation majeure, désormais le permis de conduire ne suffira plus à lui seul pour exercer professionnellement dans le transport. Le conducteur devra disposer d'une carte professionnelle attestant notamment de son aptitude à exercer cette responsabilité. Cette carte pourra, en cas de manquement, faire l'objet des sanctions pouvant aller jusqu'à plusieurs mois de retrait. La réforme intègre également la dimension sociale. Le numéro de la carte professionnelle sera associé au mécanisme de protection sociale, notamment à la CNSS, ouvrant ainsi la voie à une meilleure prise en compte des droits des conducteurs, y compris leur accès à la pension. Enfin, la plateforme sera déclinée en 3 espaces pour le gouvernement, pour les conducteurs, mais aussi pour le public. Ce dernier pourra notamment vérifier l'identité et le statut du chauffeur auquel il confie sa sécurité. Cette réforme se veut à la fois administrative, numérique, fiscale et sociale, avec un objectif central, rendre le transport urbain plus organisé, plus transparent et surtout plus sûr pour les usagers.
Promesse tenue pour la jeunesse de Massimanimba, le ministre du Tourisme et secrétaire général du PALU, Didier Mazenga Mukanzu, a inauguré les nouveaux bâtiments de l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM, de Mwanza, dans les secteurs de Bindungi, entièrement financés sur fonds propres par le ministre. Ces infrastructures modernes viennent mettre fin aux conditions d'études précaires et offrir un cadre d'apprentissage digne aux futurs professionnels de santé dans la province du Kwilu. Promesse tenue pour le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu. En dépit de l'état impraticable des routes et de la distance, le ministre s'est rendu en personne à Mwanza, dans le territoire de Massimanimba, pour inaugurer le nouveau bâtiment entièrement réhabilité de l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM. Autrefois, plongé dans des conditions d'études précaires, l'établissement bénéficie désormais d'infrastructures modernes, comprenant des auditoires équipés, des bureaux administratifs et des salles spécialisées en matériel de maternité. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités locales, académiques et judiciaires, suivie de la traditionnelle coupure du ruban et d'une visite guidée des lieux. Dans sa prise de parole devant la presse, Didier Mazenga a souligné que cet investissement vise à offrir un cadre d'apprentissage digne aux futurs professionnels de santé de sa province d'origine. Je dirais que ce n'est qu'un début de challenge parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je regardais le paysage, l'espace qui a été prévu pour construire ces bâtiments. Et nous encourageons nos enfants, nous encourageons nos parents de pouvoir envoyer ici à cet institut supérieur nos enfants pour apprendre et pour le relève de demain. Cette journée des festivités pour la population locale s'est clôturée par la cérémonie de collation des grades académiques de nouveaux diplômés. À l'université moderne de Kinkole, l'année académique 2025-2026 est achevée ce vendredi dans une ambiance solennelle à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques présidée par les recteurs le professeur Dieudonné Luaba Kuna. La cérémonie a réuni plusieurs autorités académiques, notamment la vice-présidente du conseil d'administration, Bebia Ikabu Mujinga, ainsi que tout le corps professoral. À Kinkole, dans la commune de Lantsele, à l'est de la capitale congolaise, une institution universitaire s'impose comme un espace de formation et d'excellence. Il s'agit de l'université moderne de Kinkole, UMK. Ce vendredi, l'heure était à la célébration du savoir et du mérite à travers la célébration de collation des grades académiques. Pour marquer cette journée particulière, la cérémonie s'est ouverte par une marche solennelle des lauréats. Après la marche, place aux différents temps forts de la cérémonie. Occasion pour la vice-présidente du conseil d'administration, Bebia Ikabu Mujinga, de remercier l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette année académique. Cette œuvre, elle est éducationnelle. On a proclamé ici des grades académiques, mais les vrais artisans, représentés par ceux qui sont ici à côté, le comité de gestion, le corps scientifique, tous les administratifs et même ceux qu'on ne voit pas qui sont dans l'ombre. Quiconque a mis sa main pour que l'université moderne de Kinkole soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous croyons qu'elle le sera encore davantage avec l'accompagnement, avec l'appui de tous ceux qui vont encore accepter de lui faire confiance. Dans son allocution, le professeur Dieudonné Luaba Kuna, recteur de l'UMK, a mis en avant la vision de l'université et les perspectives de développement de l'établissement pour les prochaines années. Nous, on ne badine pas pour ce qui est de la formation et de la qualité de formation que nous devons à nos étudiants. Et pour ce faire, nous sommes fiers de ceux qui ressortent comme échantillon par rapport à cette étape de collation. Et nous annonçons que l'université moderne de Kinkole ouvre ses portes pour les inscriptions pour la nouvelle année à venir dans toutes les filières que je venais d'énoncer. Et nous pensons que l'année prochaine, les ambitions sont encore multiples. Pour les 26 lauréats, une page se referme. Après mes études, je compte donner à ce pays quelque chose de meilleur. Nous savons la qualité de l'éducation que nous avions reçue et nous comptons sur ça. Je vais développer mes capacités et montrer aux gens que j'ai mérité ce que je viens de décrocher aujourd'hui. Créée pour contribuer à la formation de la jeunesse, l'université moderne de Kinkole ouvre ses portes pour accueillir des étudiants des différentes filières de l'enseignement supérieur, notamment le droit et l'administration des affaires.
Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a sensibilisé jeudi les vendeurs du petit marché de fortune de la place Msiri à Fungurumé sur la nécessité de préserver la propreté de leur environnement. Elle les a notamment exhortés à ne plus jeter les déchets dans les caniveaux. La gouverneure a également instruit la bourgmestre de Fungurumé, Aline Makano, de procéder à la délocalisation de ces vendeurs. Après Kolwezi, c'est le tour de la commune de Fungurumé de recevoir les notions de lutte contre l'insalubrité. Jeudi 13 août 2026, toujours d'un temps qu'on lui reconnaît un pareil décor, l'autorité provinciale a appelé les vendeurs de la place du marché Moussiri à libérer dans un bref délai les emprises de la voie ferrée et de la route nationale numéro 39 afin de permettre la poursuite des travaux d'élargissement de cette route. L'objectif est de désengorger cette partie importante du corridor de l'Obito, mais aussi de mettre fin aux embouteillages quasi interminables qui s'y créent, ainsi qu'aux nombreux accidents causés par les rétrécissements de la chaussée. Plus question de laisser ces marchés des fortunes et crasseux, a martelé l'autorité provinciale, instruisant également la bourgmestre de Fungurumé, Aline Makano Chilombo, ainsi que les commissaires provinciaux de la police, de procéder dans les meilleurs délais à la délocalisation de tous les vendeurs afin de libérer les emprises de ces deux importants corridors. Kila muntu anze kufuata kule banasema wanaweka soko wendo kajanjikishe na kuuzisha bintu mufasi ya propre. La démarche de la chef de l'exécutif provincial rentre dans le cadre de l'application stricte des recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les combats acharnés contre l'insalubrité et la modernisation des infrastructures routières. Et puis dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, les incendies ainsi que l'insécurité, la commune de Fungurumé s'est dotée des engins pimpants neufs acquis sur fonds propres. C'était lors d'une brève cérémonie officielle présidée par la gouverneure Fifi Masuka Saini qui a salué le leadership de la bourgmestre intérimaire de Fungurumé, Aline Makano, qui, selon elle, fait partie des meilleurs élèves du président de la République. Au deuxième jour de sa mission de travail à Fungurumé, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présidé la remise officielle des nouveaux équipements dans la dynamique impulsée par le président de la République, Félix Tshisekedi, visant les développements à la base. Aux côtés de Madame Aline Makano Chilombo, bourgmestre intérimaire de Fungurumé, la commune a présenté des engins de dernière génération destinés aux deux combats majeurs, la lutte anti-incendie avec des véhicules spécialisés et des motos destinées au service de sécurité et de mobilisation des recettes, ainsi que la lutte contre l'insalubrité grâce à des tricycles pour l'assainissement. Ces équipements ont été acquis sur fonds propres de la commune, témoignant d'une volonté d'autonomie et de gestion responsable. Saluant la gestion orthodoxe de la chose publique, la gouverneure du Lualaba a appuyé l'action de Madame Makano à Fungurumé avec un lot supplémentaire de motos neuves. Lors de la cérémonie, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, entourée d'une masse populaire, des membres de son gouvernement et les responsables des services, a publiquement félicité Madame Makano. Féliciter maman Aline kwa kazi na kwa kushikia mashauri ile niko nampatia na mie niwe nebeba kwa mkubwa wa nchi Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après ces discours, elle a procédé à la remise symbolique des clés des nouveaux engins aux services compétents pour leur mise en utilisation immédiate. Deux femmes se trouvent ainsi à la tête d'actions concrètes pour Fungurumé, liant le travail de Madame Makano à la vision du chef de l'État congolais. Après le discours, place désormais à l'utilisation des équipements sur le terrain. Cette dotation représente une avancée tangible pour Fungurumé, une meilleure sécurité grâce à une réaction rapide en cas d'incendie, une propreté renforcée pour améliorer le cadre de vie et une autonomie affirmée qui prouve que la commune peut se développer par ses propres moyens. Rendons-nous à présent dans l'autre province, le Olomami, où le gouverneur Marmon Banzamouloumé s'est rendu à Kalingué pour évaluer l'état d'avancement du projet de barrage, un ouvrage stratégique pour renforcer l'accès à l'énergie et contribuer au désenclavement de la région. Profitant de son séjour dans les territoires de Boukama, le gouverneur du Olomami, Marmon Banza, a procédé à l'inspection des travaux de construction des caniveaux. Travaux sont exécutés par l'OVD sous financement du fourneur avec la supervision du gouvernement provincial du Olomami.
Marmo Banza a salué la qualité des ouvrages réalisés. Dès là, la délégation du chef de l'exécutif provincial s'est rendue au village de Kalenge, toujours dans les territoires de Bukama, pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet de construction d'un barrage moderne destiné à desservir la population. Accueilli par les agents présents sur les sites, Marmo Banza, gouverneur, a de prime abord salué l'ensemble de l'équipe avant d'effectuer la visite guidée sous les explications d'un expert du domaine. À l'issue de la visite, le représentant du chef de l'État en province a félicité l'équipe à pied d'œuvre. Il a également lancé un appel au chef coutumier. Sécuriser ses investisseurs, disons-nous aux tracasseries, protégeons-les pour l'intérêt du Olomami. Après son passage à Kalenge, l'autorité provinciale du Olomami Marmo Banza est rendue à Luena, toujours dans les territoires de Bukama. À peine arrivé, il a tenu un conseil local de sécurité afin de s'imprégner de la situation sécuritaire de cette cité. La parole a été accordée à chaque membre afin que les gouverneurs comprennent la situation de chaque secteur. À l'issue de ces conseils, l'autorité provinciale a invité toute la population à cultiver la paix et à dénoncer tout meneur de troubles qui perturbe la quiétude des habitants. Terminons ce journal dans le Olomami avec un retour sur la mobilisation hors pair que Isabelle Yumba a réservée pour le président de la République Félix Tshisekedi lors de son déplacement pour l'inauguration de divers ouvrages. Un témoignage de loyauté pour le chef de l'État, mais aussi une démonstration de son ancrage politique dans son fief naturel. La ville de Kamina a accueilli le 29 juillet dernier le garant de la nation et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu pour l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux à Kamina. La population de cette ville, dans toute sa diversité, lui avait réservé un accueil qui fera date. Dans cette mobilisation, une femme a joué un rôle de premier rang en appelant la population à mettre de côté leurs divergences pour cet événement historique. Par son leadership infatigable et sa capacité à rassembler, l'honorable Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi avait transformé une mobilisation citoyenne en démonstration d'unité nationale. Elle représente un nom, une action, une fierté pour la province de Olomami. La femme à la vision de l'aigle, élue légitime de la ville de Kamina, s'est imposée comme l'actrice principale et de la mobilisation lors de l'accueil du chef de l'État dans cette province du Olomami, principalement dans la ville de Kamina, Kanyamakasese et Lubumbashi. Par son énergie, sa détermination et son sens aigu de la coordination, la fille du terroir, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, a su fédérer les forces vives de la province de Olomami. Sa contribution remarquable est la preuve vivante qu'un leadership courageux et dévoué a rassemblé la population de Kamina autour de l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, sa vision et son engagement méritent la reconnaissance de tout un peuple. L'accueil réservé au chef de l'État à Kamina est resté dans la mémoire collective grâce aux actions menées sur le terrain par l'honorable Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, véritable chef d'orchestre. Elle a piloté chaque étape de la sensibilisation, de la planification logistique à la coordination des volontaires, en passant par la mobilisation des leaders locaux. Là où beaucoup voyaient des défis infranchissables, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi a imposé la clarté, la discipline et la confiance. Au-delà de l'organisation matérielle, l'élu de Kamina a eu un message puissant à toutes les couches. Femmes veuves, handicapées, chefs coutumiers, message centré sur l'unité. Par ses prises d'initiative et sa capacité à écouter, elle a rallié des citoyens de tous les horizons, consolidé la bonne image du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout insuffler une dynamique positive dans la province du Olomami. Depuis que je suis né dans cette province, j'ai jamais vu un président de la République venir inaugurer l'œuvre. Jamais. Alors c'est quelque chose de louable de voir le président de la République venir inaugurer. Et surtout que cette usine de captage d'eau va donner l'eau potable à la population. Si déjà dans ces chefs-lieux de la province, nous n'avons pas de l'eau potable, que dirais-je dans des territoires? La ville de Kamina est désormais et totalement acquise au chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation.
Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, haute personnalité politique de l'Union sacrée, a su démontrer qu'il est possible de mieux faire. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi a présidé ce vendredi la 96e réunion du Conseil de ministres. Les questions sécuritaires et sanitaires, avec l'épidémie d'Ebola comme adversaire, ont été au centre des échanges, mais aussi la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. Le chef de l'État a appelé l'équipe souminois à œuvrer pour faciliter la vie aux parents. Pour la deuxième fois en moins de 2 mois, le président de la République a retrouvé les terres gabonaises. Cette fois en visite d'État, Félix Tshisekedi a été accueilli à l'aéroport international de Libreville par son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Entre-temps, à Kinshasa, le premier ultimatum de l'opposition ayant expiré ce samedi, les leaders de la coalition Article 64 annoncent un nouveau mouvement de rue dans un mois. Le 15 septembre, depuis le siège du parti de Jean-Marc Abound, les leaders de l'opposition appellent à une marche pacifique. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.